Je vais poser maintenant à Christian Germain de venir me rejoindre, car là, donc, on a parlé de bioagresseurs, en particulier de ravageurs. Avec Christian, on va parler de détection de maladies et de l'intérêt de l'imagerie et de l'intelligence artificielle. C'est un peu le Graal, d'être en capacité de détecter a priori des maladies sur les cultures. Et donc avec Christian, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui est possible, ce qui est encore de l'ordre de la prospective, voire de l'utopie. On va voir. Bien, merci Pierre. Oui, effectivement, je vais essayer de remplir cet objectif ambitieux que tu m'as fixé. Quelques mots de contexte pour commencer. On va parler de maladies des végétaux et de détection de ces maladies des végétaux ou de leurs symptômes en plein champ, avec comme objectif d'automatiser la détection, de la quantifier éventuellement, en général souvent de cartographier les symptômes qu'on a observés. Mais à ce stade, on n'en est pas du tout à se substituer à l'agriculteur, mais plutôt à l'aider dans la prise de ses décisions, éventuellement à faciliter la prospection sur les maladies, à essayer d'objectiver les impressions qu'il peut avoir, voire à déterminer la localisation de ses observations. Alors, si on fait une brève incursion dans les aspects technologiques, il y a deux grandes familles de solutions pour détecter les symptômes de maladies. Celles qui sont basées historiquement sur la télédétection, donc avec un capteur qui va voler sur un satellite, sur un avion, sur un drone, vous en avez une illustration. Et puis ce qui relève plus de la proxydétection, avec un capteur qui va rouler ou qui va être embarqué, enfin qui va être porté par un piéton. On y associe en général aussi les drones qui volent à très très basse altitude, c'est-à-dire on va dire de 2 à 10 mètres, qui obtiennent des résultats assez proches de ce qu'on obtient en proxydétection. Aussi, vous avez une illustration ici sur un capteur qui est monté sur un tracteur. Alors les capteurs, justement, j'ai pas le temps de les détailler ici. On parlera de capteurs couleurs, de capteurs multispectraux, voire hyperspectraux, qui vont opérer dans le visible, dans ce qu'on voit avec nos propres yeux, ou dans le proche infrarouge, voire même dans l'infrarouge moyen ou plus lointain, ou même dans l'infrarouge thermique, dans la mesure de température. Une question importante que je veux aborder dès le départ, c'est la question de la précocité de la détection. Idéalement, on souhaiterait détecter la maladie avant même que les symptômes classiques soient visibles. En pratique, c'est extrêmement difficile. Ça nécessite souvent des capteurs non conventionnels, qui sont parfois très coûteux, difficiles à mettre en œuvre. Je vais en donner une petite illustration qui a déjà été montrée précédemment sur l'imagerie de la tavelure du pommier, où on fait des images hyperspectrales dans le moyen infrarouge, dans des conditions de laboratoire, avec des capteurs très coûteux, très compliqués, et on arrive effectivement à détecter les symptômes 2 jours après l'inoculation de la maladie, c'est-à-dire qu'on va être pratiquement 10 jours avant que les symptômes soient effectivement visibles. Bon, aujourd'hui, en conditions de terrain, c'est pas raisonnable. Et ce qui est plus réaliste, c'est de faire des traitements dès que les symptômes sont visibles. Donc précoce, ici, ça sera quand les symptômes deviennent visibles, le plus souvent, sauf cas particulier. Alors, en termes de stratégie d'analyse d'image, parce que là c'est plus mon métier, eh bien, les approches classiques, elles consistent à s'appuyer sur la signature spectrale des pixels des images qu'on va recueillir, des calculs d'indices de végétation, bref, on va s'intéresser à la couleur au sens large. Vous avez ici un exemple sur la rouille du blé, sur lequel vous avez les différentes fréquences de la lumière qui sont réfléchies par les végétaux, ici avec une bande verte, une bande rouge et puis une bande dans le proche infrarouge. Et on voit qu'il y a des différences entre les courbes des matériaux, enfin plutôt des végétaux sains et des végétaux qui sont atteints par la maladie. Et on va en déduire derrière, pour un satellite par exemple, des combinaisons appropriées pour pouvoir détecter les pixels sains des pixels malades. Donc ça, c'est une approche classique. Aujourd'hui, il y a des approches émergentes qui sont un petit peu différentes, qui vont s'appuyer plutôt sur la proxydétection parce qu'elle va nécessiter une très très grande précision spatiale, donc ce qu'on appelle l'ultra haute résolution, des pixels qui vont être millimétriques, et qui vont permettre de s'intéresser non pas seulement à la couleur, mais aussi à la forme, à la texture des pixels qui constituent l'image. Vous avez ici sur l'image qui apparaît une feuille de vigne sur laquelle il y a une tache de mildiou. Et voilà, l'analyse d'image permet de détecter automatiquement cette tache à une échelle qu'on ne pourrait pas avoir si on était en télédétection. Alors, une autre approche qui est aussi en plein développement, c'est qu'aujourd'hui, on a des sources d'images qui sont répétitives dans le temps
et gratuites, et notamment en télédétection avec des nouveaux satellites, qui permettent aussi de s'intéresser à la détection de la maladie en regardant l'évolution temporelle de la vigueur, par exemple. Et quand il y a une anomalie de l'évolution temporelle, ça veut dire qu'a priori, il y a une maladie. Donc, d'un point de vue algorithmique, alors je ne vais pas vous présenter le code de nos programmes, ni des algorithmes compliqués, mais un petit mot quand même. D'un point de vue algorithmique, jusqu'à présent, la façon dont on traite les problèmes d'analyse d'image pour la détection des maladies, c'est en concevant des algorithmes qui sont spécifiquement adaptés. C'est vraiment un métier spécifique sur lequel des spécialistes de l'analyse d'image vont observer les images, identifier les objets, les particularités des images qui nous intéressent, construire des attributs de forme, de couleur spécifiques aux symptômes qu'on essaie de détecter ou à l'objet qu'on essaie de détecter. Et ensuite, on va localiser les objets par ce qu'on appelle la classification, la segmentation, peu importe. Ces méthodes-là, elles existent toujours, mais aujourd'hui, il y a une autre façon d'aborder le problème qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, par ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou le deep learning, peu importe, et qui consiste d'abord à constituer des jeux de données, des jeux d'images qui sont identifiés par l'expert comme étant caractéristiques d'un fruit, d'une feuille, d'un fruit sain, d'une feuille malade, etc. Et ce sont ces jeux de données qu'on va donner à un algorithme plutôt générique qui va automatiquement construire les attributs et localiser les objets. Et une fois qu'on a terminé cet apprentissage, on prend des images quelconques, on les entre dans le modèle, et il va nous détecter les objets qui sont sains ou malades. Cette différence a l'air de rien, mais ça change complètement le positionnement de l'expertise et la façon dont on va traiter le problème. Cette fois-ci, ce sont les experts de la maladie, de la pathologie qui sont au cœur du problème. L'algorithme est standard et on s'appuiera moins sur des expertises d'analyse d'image que ça pouvait être le cas précédemment. Je ne suis pas encore tout à fait au chômage, mais ça se précise. Alors, quelques applications. Je vais prendre l'exemple de la rouille du blé sur des travaux scientifiques qui ont été faits par des équipes chinoises avec un satellite chinois qui fournit des images avec des pixels à 5 mètres de résolution, dans le rouge, le vert, le bleu, le proche infrarouge. Vous voyez l'image apparaître sur laquelle on voit les parcelles qui sont traitées en 3 couleurs. En fait, ça veut dire que chaque pixel a été traité en fonction de sa couleur, des calculs d'indice de végétation. On a déterminé si c'était du blé sain, du blé qui avait subi une verse parce que c'est plus difficile de caractériser, ou du blé qui était atteint par de la rouille. Et la validation, comme souvent dans les papiers scientifiques, elle donne de très bons résultats, c'est-à-dire 95% de précision sur l'estimation des symptômes, mais sur un très petit nombre de vérifications, parce que ça coûte très cher. Ici, c'est sur 80 points de contrôle. Donc du coup, ça peut poser des questions, et on en parlera un petit peu à la fin. Un autre exemple, cette fois-ci en viticulture, sur une maladie bien connue et assez problématique qui s'appelle la flavescence dorée. L'approche télédétection, les premières approches qu'on a réalisées étaient plutôt des approches pixels, sur lesquelles on essayait de distinguer les pixels sains des pixels malades sur des images prises en altitude, soit sur la base d'une baisse de vigueur ou d'une couleur anormale, donc une approche spectrale, mais qui pose des difficultés d'abord parce que la vigne est une plante compliquée, elle est cultivée en rang, donc sur une image de télédétection, on voit un rang de vigne, et on voit aussi de l'interrang du sol ou de l'herbe, et donc il faut une résolution importante pour distinguer les deux. Et puis des problèmes de symptômes confondants, parce que parfois il y a plusieurs symptômes qui peuvent amener les mêmes décolorations pour des mécanismes, pour des stress qui sont très différents, qui peuvent être biotiques ou abiotiques, mais pas forcément en rapport avec la flavescence dorée. Et on a montré aussi qu'on croyait beaucoup à une époque dans l'hyperspectral pour résoudre ce genre de problème, et sur ce type de maladie-là, ce n'est pas suffisant à résoudre les difficultés qu'on rencontre. Alors un petit exemple par nos amis toulousains, une thèse qui a été soutenue il y a quelque temps par Johanna Albetis, sur laquelle vous voyez des images sur lesquelles les rangs de vigne apparaissent en rouge, parce que c'est une image en fausse couleur infrarouge. Vous avez de l'ombre en noir ici, et puis vous avez en dessous, sur la deuxième ligne, des pixels rouges, des pixels verts. Les pixels verts, ce sont les pixels supposés sains, et les pixels rouges, c'est les pixels de vigne supposés atteindre la flavescence dorée. Et on constate sur la légende que, en fait, certains de ces pixels correspondent à d'autres maladies. Certaines zones sont des pixels mixtes, moitié vigne, moitié sol, donc qui ont une couleur moyenne qui ressemble à la flavescence dorée et qui sont là encore erronées. Et ça donne finalement un gros taux de faux positifs qui rend finalement l'utilisation de ces méthodes assez peu pratique. Alors il y a d'autres alternatives, je vais en donner un exemple sur une autre maladie, là plutôt sur des travaux maison. C'est une des maladies de bois de la vigne, c'est le syndrome d'Esca, en viticulture toujours. Et là cette fois-ci on s'intéresse à la proxydétection. On profite du passage du tracteur entre les rangs de vignes pour prendre des images dans le plan de palissage
avec une très grande précision spatiale. On a des pixels qui sont plus petits qu'un millimètre, et donc on peut différencier les symptômes des maladies par la forme et par la couleur. Vous voyez quelques exemples ici de différentes maladies. L'ESCA, c'est l'image du bas. Et effectivement, il peut y avoir des couleurs identiques sur les différents symptômes, mais on voit que l'agencement, la forme, est très différente. Alors, par contre, ça veut dire qu'on prend une image pour chaque pied de vigne. Donc ça veut dire qu'on va avoir 5 000 à 10 000 images par hectare, qui font chacune près de 5 millions de pixels. Enfin, si vous voyez le volume de données, c'est assez gigantesque. Donc beaucoup de traitements, des traitements classiques ou par intelligence artificielle, mais une puissance de calcul sollicitée qui est importante. Alors quelques résultats qui ont été obtenus dans le cadre de notre laboratoire, c'est juste sur une petite image ici sur lequel vous voyez qu'à la fois les rectangles rouges correspondent à des zones sur lesquelles l'algorithme d'intelligence artificielle a identifié des feuilles qui étaient malades, et puis il y a un rectangle orange en bas, c'est un symptôme confondant, c'est quelque chose dont on ne sait pas forcément, on n'a pas identifié que c'était forcément de l'ESCA, mais ça peut être quelque chose qui a à peu près le même phénomène en termes de couleurs, mais des formes relativement différentes. Voilà, donc ce sont ce genre de résultats-là qui permettent d'aller au-delà de ce que pourraient faire certains algorithmes de télédétection. Donc je vais maintenant conclure rapidement. Vous voyez qu'il y a des possibilités de détection des maladies en télédétection comme en proxydétection. Il y a des services qui sont déjà commercialisés. D'ailleurs, dans les stands que vous pourrez aller voir tout à l'heure, vous verrez des présentations d'outils qui sont déjà offerts aux producteurs. C'est également un sujet de recherche qui reste très dynamique parce que finalement, il n'y a pas tant de solutions commercialisées que ça aujourd'hui. Et c'est encore une voie de recherche importante, notamment grâce au développement de l'intelligence artificielle, l'émergence de l'imagerie embarquée que j'ai évoquée tout à l'heure et qui permet de faire de la proxydétection, des satellites qui fournissent des séries d'images gratuites, fréquentes, relativement fréquentes, avec une résolution de l'ordre de 10 mètres. Et puis les services de drones, alors on a connu une certaine désillusion du drone, sur lequel on attendait beaucoup, mais aujourd'hui ça se stabilise et les bons services que le drone peut apporter sont en train d'émerger. Et les perspectives, maintenant, en commençant peut-être par quelques freins, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il y a un vrai coût d'apprentissage et il faut trouver des solutions pour absorber ce coût pour les différentes applications. Il y a de véritables soucis aussi de validation des travaux scientifiques, voire des services qui sont commercialisés. Alors sur les travaux scientifiques, c'est le passage à l'échelle de l'exploitation. On a en général quelques points de contrôle et quand on passe à quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'hectares, on a parfois de mauvaises surprises. Et puis souvent, les symptômes confondants sont un peu négligés, aussi bien par les scientifiques que parfois par les services qui sont commercialisés. Il faut bien le reconnaître. Mais on a des opportunités, notamment une des opportunités importantes, c'est l'Internet des objets. On en a parlé plusieurs fois ce matin, avec des capteurs fixes qui sont connectés, qui peuvent aussi apporter de nouvelles sources d'estimation et de détection. Et puis des changements d'architecture de l'informatique qui font que jusqu'à présent, on avait tendance à envoyer les données pour être traitées sur Internet à travers ce qu'on appelle le cloud. Eh bien aujourd'hui, on a de plus en plus de circuits qui permettent, notamment dans les capteurs fixes, d'envisager de faire les traitements en local. Et j'en terminerai avec ça. Très clair. Il y a beaucoup de questions, donc je vous propose, une fois n'est pas coutume, de vous donner la parole, c'est-à-dire à ceux qui ont posé la question, par exemple, sur la première, le deep learning en analyse d'image. Qui a posé cette question et est-ce qu'il veut bien s'en faire le porte-parole directement? Histoire. Ah bah voilà. Bruno, tu es démasqué. D'accord, super. Voilà, de quoi rendre la chose vraiment hyper dynamique. On passe sans doute pas assez de temps ensemble à discuter, Bruno. Non, en fait, je voulais savoir si quand tu étais à très haute résolution, par exemple sur la détection de signaux comme l'ESCA, etc., est-ce que c'est toujours dans le visible ou est-ce que tu as vu des applications sur lesquelles on pouvait aller dans l'hyperspectral, par exemple, avec le deep learning? Alors, c'est un sujet un peu délicat, c'est-à-dire que souvent quand on fait du deep learning, pour le faire de façon efficace, on commence par faire apprendre notre réseau. En fait, il a déjà appris à détecter les objets à travers de très 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 grosses bases de données qui sont sur Internet, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, sur lesquelles il y a des chats, des chiens, des chaises, des voitures. Et ce sont toujours des images couleurs. Donc dès qu'on veut passer à l'image non couleur, avec du proche infrarouge ou des images hyperspectrales, on ne peut pas s'appuyer sur ces immenses bases. Et donc c'est réalisable, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il nous faut énormément de données qualifié sur lequel un expert, non pas a pris une photo, mais il a pris une photo, il a dit ça c'est sain et ça c'est malade. Et c'est ce qui coûte extrêmement cher. Donc c'est le frein. Donc est-ce qu'il y a une deuxième question vraiment naïve parmi la liste qui est proposée ici? Peut-être sur justement celle portant sur les SDP qui l'assument. Allez. Edouard Loiseau, Société Prométhée, j'instante pour ceux qui veulent râler. L'idée c'est de dire que
dans l'approche actuelle où on veut substituer de la chimie lourde, qui est plutôt curative, par de la chimie un peu plus légère, voire des SDP, des biocontrôles, des choses qui ont besoin d'être mis longtemps en avance par rapport à un épisode infectieux, je m'étonne de tout le focus qui est mis sur constater le résultat du fait qu'on s'est fait infecter il y a 15 jours. Ouais. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de travaux en amont sur anticiper et positionner ces biocontrôles qui ont besoin d'être positionnés par anticipation avant, et donc qu'ils soient mis dans de bonnes conditions pour être efficaces. Alors, je vais donner 2 éléments de réponse, et puis Bruno va compléter sans doute aussi, il brûle d'intervenir. Le premier, c'est que c'est évidemment ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on fait à travers différents travaux, mais ça nécessite souvent, pour aller voir ce que l'œil ne voit pas, d'aller chercher des capteurs qui sont vraiment compliqués à mettre en œuvre en dehors de conditions de laboratoire sur lesquelles on maîtrise l'éclairage, on pose la feuille à plat, on la met sous des caméras qui coûtent 40, 50, 100 000 euros, et puis on prend une image d'une taille ridicule sur laquelle on peut à peine distinguer 3 taches. On fait ça c'est notre travail de chercheur. Par contre, après, quand on nous dit, pour faire la même chose maintenant, mais il faut mettre la caméra sur un tracteur et il faut la balader dans un verger, il y a des gens du CTIFL ici qui nous ont posé ces questions-là, on leur dit ça ne va pas être facile parce que le capteur il n'existe pas. Si on le développe, il va coûter 150 000 euros. On n'est pas sûr qu'il va fonctionner parce que les conditions réelles d'utilisation vont faire que ça ne sera pas simple. Donc aujourd'hui, on aimerait, mais on n'y arrive pas toujours. Sur le cas de l'ESCA, la première chose qu'on a fait ici, je ne peux pas trop parler des résultats parce qu'ils sont aussi un petit peu couverts par le secret industriel, mais les approches hyperspectrales pour essayer de faire de détection précoce, on a commencé par ça. Et puis si les résultats avaient été bons, on aurait continué par ça. Donc pas si simple de passer du curatif au préventif grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce que je retiens. Oui, ou intelligence artificielle ou pas intelligence artificielle, par l'analyse d'images. D'accord. Autre question là que moi je pose, du coup, on se rend compte que c'est pas si simple de reconnaître une maladie en particulier. Par contre, détecter un stress semble plus facile. Est-ce que c'est pas là une bonne stratégie à adopter, passer d'une logique d'affirmation ou de détection affirmative à une logique plutôt d'aide à la prospection ou d'aide à la surveillance? Oui, c'est tout à fait ce que j'ai voulu dire dans la première diapo de contexte, c'est-à-dire qu'on veut aider à la prospection, on veut aider le technicien, on veut aider l'agriculteur en lui fournissant des cartes qui vont être aussi précises que possible, aussi précoces que possible, mais encore une fois, l'enjeu n'est pas simple. Mais derrière, il est évident que la validation de terrain, l'observation, l'expertise, éventuellement l'observation des images d'ailleurs par l'opérateur, reste souvent une étape clé. Peut-être qu'un jour, on pourra s'en passer si on arrive à des capteurs absolument extraordinaires avec des superbes traitements, mais aujourd'hui, à court ou moyen terme, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Et il faut garder ça en tête quand on développe ces solutions-là, sauf cas particulier qui m'aurait échappé, des outils qui sont suffisamment fiables et suffisamment opérationnels pour qu'on se contente de cela et qu'on n'aille pas jusqu'à la validation de terrain, ça ne me paraît pas forcément très raisonnable. Merci beaucoup. On remercie Christian par les applaudissements.